Bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à venir discuter et échanger à l'autorité de la concurrence. Nous avons créé ces rendez-vous à échelle il y a maintenant une année afin de croiser les regards sur les sujets numériques, défricher les nouvelles problématiques, préparer l'avenir par des réflexions, des propositions. Votre venue en tant que représentant du gouvernement particulièrement chargé des questions du numérique est ainsi très précieuse pour faire progresser ces réflexions. Les mois écoulés ont en effet montré une intensification des débats sur la régulation concurrentielle et économique des grands acteurs du numérique. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une mise en cause sans précédent des acteurs du numérique, avec de forts appels à une régulation plus forte et plus efficace. Ce mouvement qu'on constate d'abord en Europe et maintenant aux États-Unis, on a pu le qualifier de techlash pour désigner ce mouvement de révolte et de contestation des grands acteurs du numérique. On a entendu un certain nombre d'acteurs solliciter pour des raisons très différentes le démantèlement des grandes plateformes et certaines d'entre elles étant mises en accusation pour divers sujets. Alors, il faut souligner que ces sujets qui ont créé le débat étaient très divers, excédaient souvent le champ proprement économique. On peut penser au sujet de protection des données, au sujet de la circulation des contenus extrémistes ou choquants sur les réseaux sociaux, aux problématiques de manipulation d'informations et de manipulation des campagnes politiques. L'affaire Cambridge Analytica, à cet égard, est sans doute particulièrement importante. Tous ces événements ont conduit à des appels à réguler plus fortement les contenus, les réseaux sociaux et les plateformes. Des réglementations ont été adoptées ou sont en cours de discussion sur ces sujets. L'Europe a adopté le RGPD, la PPL Avia est en cours de discussion au Parlement. La loi audiovisuelle qui sera examinée en début d'année comportera un certain nombre de sujets relatifs aux plateformes. Et on voit aujourd'hui les États-Unis rejoindre le débat sur la nécessité de règles plus fortes en matière de protection des données. On assiste aussi à une mise en cause des acteurs du numérique au regard de leur modèle de développement économique, qui affecterait les conditions de concurrence. Sans aucun doute, on a vu depuis plusieurs années une disruption causée par des grands acteurs plateformes ou systémiques qu'on a pu mesurer en termes de déplacement de chiffre d'affaires, de déplacement des usages des consommateurs, de capitaux également. On peut citer Amazon qui a disrupté le commerce physique, mais aussi qui reste très dominant sur la vente en ligne. Bien sûr, Uber et les taxis, mais aussi, et là on est sur des sujets économiques très importants, des acteurs comme Google et Facebook qui ont capté une grande partie des marchés de publicité. On voit aussi des acteurs qui émergent et qui créent de nouveaux usages. Je pense à Netflix, qui concurrence les acteurs télévisés traditionnels, ou bien sûr Booking et Airbnb, qui créent une concurrence nouvelle pour les hôtels et les agences de voyage. Au-delà de cette disruption économique née des usages et de l'innovation, on voit aussi des sujets relatifs à l'équité dans les conditions de concurrence, des réglementations sociales et fiscales différentes, des pratiques d'optimisation fiscale, des acteurs qui semblent échapper à la régulation. Il y a aussi des problématiques concurrentielles qui nous intéressent plus directement à l'autorité de la concurrence, les effets de réseau, la taille et les moyens de certains acteurs, des stratégies nouvelles, dont certains considèrent qu'elles sont fondées sur des nouvelles formes d'éviction des concurrents, et une interrogation sur la capacité des nouveaux entrants à pouvoir rejoindre le marché. On a vu aussi contester les comportements de certains acteurs sous l'angle des abus de position dominante, dans la façon dont ils vendent ou créent leurs propres services, dans la façon dont ils accueillent des entreprises tierces, par exemple sur une marketplace, dans des magasins d'applications, sur leur page ou leur moteur de recherche, ou encore dans les systèmes d'exploitation. Les autorités de concurrence se sont saisies ou sont actuellement en train de traiter la plupart de ces sujets. Et on a vu au cours des tout derniers mois de nouvelles pistes émerger pour modifier, intensifier cette régulation concurrentielle. L'autorité de la concurrence française a fait un certain nombre de propositions pour compléter le droit français ou européen en matière de concentration et afin d'enrichir et de rendre plus effectives les règles de concurrence. On a vu aussi un certain nombre de propositions qui sont sur la table, avec le rapport Kremer commandité par la Commission européenne, le rapport Furman au Royaume-Uni ou encore le rapport Stigler aux États-Unis. Donc, nous allons attendre sans doute en 2020 des décisions à cet égard. Faudra-t-il créer de nouvelles formes de régulation dites ex-ante? Faudra-t-il créer des règles spécifiques sur l'accès aux données? Faudra-t-il modifier encore le droit de la concurrence dans la suite de la directive ICN+? Sur tous ces sujets, le gouvernement sera appelé à se prononcer
a tiré les conséquences des États généraux du numérique qui se sont déroulés il y a quelques mois, et sans doute à s'intéresser à l'articulation des moyens de l'État et des autorités de régulation pour traiter des sujets numériques. Nous sommes donc très heureux de vous entendre sur ces différents sujets. Je vais vous passer la parole pour votre intervention. Nous aurons ensuite quelques questions, puis nous ouvrirons les questions à la salle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être ici ce matin. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation dans une période un peu particulière sur effectivement ce sujet, puisqu'on voit qu'à la fois au sein du débat européen, mais au sein aussi du débat américain, je serai d'ailleurs aux États-Unis la semaine prochaine spécifiquement sur ces sujets, cette question de la concurrence et des nouveaux enjeux posés par les grands acteurs, notamment américains, mais nous aurons aussi affaire bientôt probablement aux acteurs chinois, et d'une actualité particulièrement intense. En tout cas, c'est l'analyse qui est partagée par nombre de spécialistes que ces acteurs posent des questions de concurrence, mais plus largement de régulation, à la fois avec une acuité nouvelle, mais dans des formats un peu nouveaux. C'est une question qui, en tout cas pour ces aspects de concurrence, a été largement débattue cette année, à la fois au niveau français, également au niveau international, puisque vous avez participé aux diverses réflexions dans le cadre de la présidence française du G7 ou à l'occasion de la conférence qui s'est tenue sur le sujet à l'OCDE. Alors, rapidement, les enjeux, quels sont-ils? Mais vous les avez rappelés. Ils sont de diverses natures, puisque le fait que l'économie du numérique soit de plus en plus concentrée dans les mains de certains acteurs qui sont dominants au niveau international du fait de leur taille, de leur domination, de leur rôle structurant dans le fonctionnement de certains marchés, concentre pour les pouvoirs publics des problèmes de diverses natures, que ce soit la protection des données personnelles, la défense du pluralisme, la propagation de contenus illicites en ligne, la protection du consommateur, des questions de souveraineté même, ou encore, et on l'a vu avec les initiatives prises dernièrement, des questions qui peuvent avoir trait à la déstabilisation financière du système global. Ce qui nous amène jusqu'ici, ce qui nous a amené jusqu'ici à prendre, à utiliser une pluralité d'outils pour encadrer les activités de ces acteurs, que ce soit sur le plan de la fiscalité, sur le plan des contenus. La proposition de loi Avia revient par exemple au Sénat dans une dizaine de jours sur le plan de la réglementation financière. Et donc il faut à la fois travailler sur la complémentarité de ces outils, et on viendra aux questions de concurrence, et en même temps probablement réfléchir à une réponse plus systémique. Alors, si on se concentre sur la question des enjeux concurrentiels et des risques nouveaux qui sont posés par ces acteurs, on voit que, comme je le disais, ceci pose un certain nombre de problèmes avec une acuité, ou en tout cas dans à la fois des risques qu'on connaissait avec une acuité nouvelle, et à la fois de nouvelles questions. Grâce à leur rôle d'intermédiation sur ce qu'il est convenu d'appeler des marchés multifaces, les plateformes numériques ont bénéficié en effet de ce que vous avez cité, c'est-à-dire les effets de réseau, et les plateformes les plus dynamiques parmi elles peuvent acquérir très rapidement une position dominante, difficile à challenger pour des concurrents. C'est ce qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire cet effet exponentiel de la possession et donc de l'acquisition de données qui, à la fois, conforte la position de l'acteur en place et crée des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs, qui fait que cet effet de domination est exponentiel et que cela peut engendrer des risques de comportement anticoncurrentiel, d'autant plus importants que ces plateformes sont en mesure de restreindre la concurrence au-delà de leurs avantages naturels, par exemple en développant des stratégies de verrouillage des utilisateurs, voire en développant des pratiques prédatrices ou des stratégies offensives de rachat d'entreprises, puisque ce qu'on a pu voir, c'est que non seulement il y avait cette domination auto-entretenue, mais que les plateformes en place pouvaient utiliser les vides juridiques, appelons-les comme ça, du droit existant de la concurrence
pour pratiquer ce qu'il est convenu d'appeler en bon français des killer acquisitions, qui leur évite de voir émerger un certain nombre de concurrents potentiels, ce que nous avons pu voir notamment, je ne vais pas citer d'exemple nominatif. Alors, face à ces questions, notre conviction est que le moment est venu de repenser notre politique de la concurrence, d'une part parce que les réflexions ont mûri, et j'ai cité les nombreux travaux qui ont été menés, d'autre part parce que ces questions se posent avec une acuité et une conjoncture toute particulière avec l'installation de la nouvelle Commission européenne, et que notre conviction, c'est que la France aura un rôle particulier à jouer dans ces réflexions. Alors, d'abord, je voudrais clarifier une certitude, c'est que la politique de la concurrence, son cadre juridique, sa logique, ses outils, demeure aujourd'hui absolument indispensable pour répondre aux enjeux posés par l'économie numérique. Elle fournit des outils puissants pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, en particulier à travers le contrôle des concentrations ou la condamnation des abus de position dominante, qui peuvent se traduire par des sanctions financières, des remèdes structurels ou encore l'interdiction de concentration. Nous y reviendrons, et d'ailleurs, ces outils ont été utilisés par le passé à plusieurs reprises, notamment au niveau européen, pour condamner des grandes plateformes qui abusaient de leur position dominante pour obtenir des avantages indus. Et depuis sa création, l'autorité de la concurrence a su appliquer les concepts traditionnels du droit de la concurrence aux enjeux du numérique en rendant plusieurs décisions structurantes et de nombreux avis et enquêtes sectorielles. L'autorité a su adapter sa grille d'analyse avec réactivité dans le cadre européen et en complémentarité avec les autres actions de la puissance publique. Je sais que plusieurs enquêtes sont actuellement en cours, et pas seulement au niveau européen. Je pense par particulier, Benoît Tabaka ne saura que adhérer à cette assertion du fait, en tout cas, que cette enquête existe sur les pratiques de Google en réponse à l'instauration d'un droit voisin au profit de la presse. Mais si ces outils sont indispensables et potentiellement très puissants, les multiples rapports récents, et je sais que vous avez reçu nombre des rédacteurs de ces rapports, notamment au niveau européen ici, ont toutefois permis de montrer que l'efficacité de la politique de la concurrence actuelle pouvait montrer certaines limites face aux acteurs, ou en tout cas dans ce contexte du numérique, parce que nous réagissons souvent trop peu ou trop tard dans une économie où le temps de l'économie s'est accéléré et où donc l'arrivée ex post des autorités de concurrence peut se faire dans des conditions où, on va dire, les conditions ont déjà été fixées et ont été cristallisées et rendent d'autant plus difficile l'intervention des autorités, ce d'autant que, et on l'a vu par le passé, y compris au niveau européen, les questions de sanctions financières pouvaient ne pas être aussi efficaces ou aussi dissuasives qu'elles l'ont été par le passé. C'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire de moderniser la politique de la concurrence. Alors, quand je dis moderniser, à quoi pensons-nous ? Au niveau européen, nous pensons que nous pourrions encourager le recours plus fréquent à des mesures conservatoires, par exemple en s'inspirant du standard en vigueur devant votre autorité. Une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. L'autorité de la concurrence France s'est pleinement saisie de cet instrument et peut continuer d'inspirer les autorités des autres États membres. À ce sujet, je constate que les lignes commencent à bouger. En témoigne la décision de la Commission européenne en octobre de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de l'entreprise Broadcom. C'est une décision importante car la Commission utilise cet instrument pour la première fois depuis près de 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai bien noté que la commissaire Vestager s'était félicitée de cette mise en œuvre et a déclaré qu'il pouvait se présenter des cas pour lesquels les mesures conservatoires étaient l'outil adapté, ce qui, dans la jurisprudence quelque part de la Commission européenne, est une nouveauté. Il nous semble également nécessaire de renforcer les moyens et capacités des autorités de concurrence en opérant une montée en compétences sur les sujets du numérique et de développer une expertise sur les enjeux d'accès aux données en concurrence, ainsi que les problématiques posées par les algorithmes. Et je crois que vous avez sur ce sujet une collaboration avec votre homologue allemand, ce qui est une bonne chose. Mais en tout cas, je pense que la nécessité pour les autorités de régulation, en règle générale, de monter en compétences technologiques, est un impératif extrêmement fort qui se pose à la puissance publique, car nous sommes face à des acteurs qui, pour des raisons financières, ont la capacité d'embaucher les meilleurs chercheurs, développeurs du monde. Donc, nous devons être en capacité de comprendre ce qu'ils font, commencer par comprendre ce qu'ils font pour pouvoir mieux les réguler.
Et donc nous avons d'une part cette mise à jour des règles de concurrence actuelles, mais notre conviction, c'est qu'il faut aller au-delà et qu'il y a à la fois probablement à penser les outils qui sont utilisés dans le cadre de la régulation de ces plateformes en complémentarité, mais que certains acteurs, et c'est ce que la France a eu l'occasion, enfin est en train de porter au niveau européen, de par leur empreinte à la fois sur nos économies mais également sur nos démocraties, se positionnent comme des plateformes structurantes de celles-ci et que nous devons probablement avoir les moyens d'être plus proactifs à la rencontre en complétant la politique de la concurrence avec de nouveaux outils. Alors, sur ce sujet, nous pouvons progresser sur plusieurs champs parallèles. Nous devons tout d'abord continuer à travailler à la définition d'un cadre réglementaire favorable, selon nous, à la concurrence et à l'innovation. Il existe des bases sur lesquelles nous pouvons continuer de bâtir. Je pense en particulier aux mesures qui prévoient des obligations de transparence des plateformes à travers la loi pour une république numérique en France et vis-à-vis des utilisateurs professionnels dans le règlement européen Platform to Business, P2B. Je note d'ailleurs qu'avant même le règlement P2B, la France disposait d'un outil juridique permettant de lutter contre les pratiques restrictives de concurrence et l'a appliqué à l'économie des plateformes. Le ministère de l'économie a, à ce titre, obtenu la condamnation d'Amazon pour des clauses commerciales abusives dans les contrats avec les vendeurs tiers présents sur sa marketplace. Plusieurs mesures complémentaires pourraient jouer un rôle pour abaisser les barrières à l'entrée et stimuler la concurrence, par exemple en favorisant le partage de données ou la portabilité. Et ce sont des propositions sur lesquelles mon ministère, et plus globalement le ministère de l'économie et des finances, est en train de travailler. Au-delà du cadre général que j'évoque, ce que nous pensons, et c'est ce que j'évoquais à travers la notion de plateforme structurante, c'est qu'il est nécessaire, il nous semble nécessaire, pour favoriser la concurrence et l'innovation, d'avoir une approche ciblée. Certaines plateformes, de par leur taille et leur empreinte, encore une fois, à la fois sur notre économie, mais également sur nos démocraties, j'insiste sur ce point. Et d'ailleurs, je crois que la question de l'empreinte des plateformes sur la démocratie a été, à l'époque du débat au début du XXe siècle aux États-Unis sur la taille d'un certain nombre d'acteurs, qui a conduit aux mesures structurelles que l'on connaît, un des éléments du débat, au-delà de la question de l'innovation et de la concurrence. En tout cas, certaines plateformes doivent pouvoir faire l'objet d'une vigilance renforcée et se voir imposer certaines obligations et lignes de conduite particulières, eu égard, encore une fois, à cette empreinte. Pour cela, nous envisageons de pouvoir identifier, avec une actualisation régulière, des plateformes structurantes sur la base de critères qui nous permettront de cibler celles qui disposent d'une domination et d'un pouvoir très important et durable, notamment par le contrôle de l'accès et du fonctionnement d'un ou plusieurs marchés. Pour ces plateformes structurantes, il faut que nous puissions ensuite mobiliser un ensemble d'outils et d'obligations de façon évolutive. Cela pourrait prendre la forme, par exemple, de développer des standards techniques facilitant la portabilité des données et l'interopérabilité des services, notamment pour accroître les possibilités de migration des utilisateurs, de renforcer le droit d'accès aux données pour les entreprises en relation d'affaires avec les plateformes, de se conformer à des nouvelles exigences de transparence, de loyauté et d'auditabilité des algorithmes utilisés, de respecter des règles et des principes, par exemple de non-discrimination, qui encadreront les comportements de marché de ces plateformes structurantes. Ces plateformes pourraient également avoir l'obligation d'informer les autorités de concurrence de tout projet de rachat d'entreprise afin de mieux repérer les stratégies d'acquisition prédatrices. Cette forme de régulation asymétrique, je crois que nous ne sommes pas les seuls à l'envisager. Sous différentes approches, elle est désormais recommandée par de nombreux rapports à travers le monde, que ce soit le rapport Furman, dont vous avez reçu le rapporteur, le rapport du Stigler Center, le rapport de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, ou encore récemment le rapport de la Commission allemande Droit de la concurrence 4.0. La proposition que nous faisons se nourrit donc de ces réflexions, et nous pensons qu'il est désormais nécessaire de la porter prioritairement au niveau européen, car c'est bien sûr à ce niveau que nous serons les plus efficaces. Plusieurs pays, selon nous, pourraient partager nos ambitions, et nous allons travailler dans les prochaines semaines avec les commissaires concernés à une proposition commune qui pourrait être portée par la nouvelle commission. Et bien évidemment, il faudra penser cette proposition en cohérence avec le niveau national et en particulier avec l'autorité de la concurrence. Et donc c'est une approche pertinente que nous devrons réfléchir. Mais nous devons aussi penser cette réflexion et cette régulation à l'aune des réflexions internationales en cours, qui sont grandissantes sur le sujet et qui mènent parfois à des propositions plus radicales, ce que nous voyons aux États-Unis sur fond évidemment de campagne électorale, mais je pense que l'intégralité
des remèdes, comme on a l'habitude de les appeler en droit de la concurrence, doit être sur la table, ne serait-ce que pour une question de crédibilité des sanctions et du régulateur lui-même. Et nous ne pouvons pas exclure que les autorités américaines elles-mêmes privilégient à terme des mesures structurelles sur ce sujet. En tout état de cause, même si des remèdes structurels devaient être envisagés, cela ne doit pas nous empêcher de penser dans le même temps la question de la régulation, parce que ce sont deux chemins qui, compte tenu de la complexité et des questions nouvelles, qui ne sont pas que des questions de taille, qui sont évidemment des questions de taille, mais pas que des questions de taille de la part de ces plateformes, ces questions nouvelles nécessitent une actualisation de nos cadres de régulation. Pour conclure, je voudrais partager avec vous une certitude que je me suis bâtie depuis 3 ans que je travaille sur ces sujets, puisque avant d'être nommé ministre du numérique, j'étais conseiller du président de la République et du Premier ministre sur ces questions-là, et que donc j'ai eu l'occasion à la fois d'interagir avec l'ensemble des dirigeants de ces grandes plateformes et puis de suivre l'évolution du rapport de la puissance publique avec elles. Je pense fondamentalement que ce qui est en jeu aujourd'hui dans la capacité de la puissance publique en règle générale à poser un nouveau cadre régulatoire, c'est profondément sa pertinence. C'est-à-dire que les transformations numériques posent une question de pertinence à l'action de la puissance publique. Nous sommes aujourd'hui trop lents, insuffisamment compétents technologiquement, inadaptés juridiquement. Et la question qui se pose très fondamentalement, c'est est-ce que l'État, au XXIe siècle, s'est adapté, enfin la puissance publique, puisque ça inclut l'État, les institutions, s'est adapté son cadre régulatoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau. Aucun d'entre nous n'est au niveau. Et on le voit, tout ce que nous avons pu mettre en place n'a pas abouti à ce que nous souhaitions mettre en place. Il faut en tirer les constats pour mettre à jour, adapter nos outils. C'est ce que je disais. Mais profondément, si nous ne sommes pas capables de faire respecter la loi ou nos valeurs en ligne comme hors ligne, alors ça pose une question de notre utilité. Et c'est, je pense, cette ardente pression que nous devons ressentir à cet égard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais vous poser quelques questions peut-être sur votre intervention, puis après, bien sûr, j'ouvrirai la question à la salle. Alors peut-être je commencerai par une question un peu personnelle. Depuis les quelques mois qui ont suivi votre nomination, vous avez eu beaucoup de sujets à traiter très différents. L'attractivité de la France pour accueillir les startups, le développement de la recherche en matière d'intelligence artificielle par exemple, l'accès aux femmes dans le secteur du numérique, les sujets de contenu, la taxe dite taxe GAFA qui a changé de nom depuis, l'accessibilité aussi aux services numériques pour tous les Français. Donc ça fait vraiment beaucoup de sujets. D'ailleurs, vous avez été très présent sur ces différents sujets. Alors comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on juge votre succès comme ministre du numérique ? Donc c'est un poste qui a encore été occupé par peu de personnes. Si j'ai bien noté, il n'y a eu que 6 ministres en charge du numérique à ce jour. Donc comment est-ce que vous jugerez du succès de votre action ? Alors je pense que c'est multifactoriel. Il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des appréciations quantitatives, même si elles ne dépendent pas que de moi. Je pense que en fait, le rôle du secrétaire d'État au numérique aujourd'hui, c'est de travailler à la mise à jour de nos cadres de puissance publique dans cette transformation numérique. Ça veut dire favoriser du côté économique l'émergence de cette nouvelle économie. Parce que je pense que dans le débat qui nous agite sur l'empreinte de ces grandes plateformes américaines ou chinoises, la question de la régulation n'est qu'une part du sujet. C'est une approche très française que de le prendre par la régulation. Ce que je pense fondamentalement, c'est que si nous voulons imposer nos standards, alors il faut avoir des acteurs internationaux qui sont de la même taille et de la même empreinte que celle des GAFA. Et que ça commence, le premier sujet, parce qu'une entreprise fondamentalement a une identité et des valeurs, c'est de faire émerger des champions du numérique, au-delà de la question de la régulation. Et donc, pour la France, qui est très ancrée dans ces grandes entreprises et dont l'âge moyen des entreprises du CAC a plus de 100 ans, contre leurs homologues américains en moins de 20 ans,
ça nécessite de changer de faire évoluer ces choses. La dynamique est bonne, mais il faut aller encore plus loin. Bon, là, vous avez des chiffres, c'est-à-dire la taille de l'écosystème des startups progresse et doit continuer à progresser. Mon rêve, nous venons de dépasser l'écosystème allemand. Mon rêve serait que d'ici la fin du quinquennat, nous puissions dépasser l'écosystème anglais, qui reste et qui ferait de nous le premier écosystème hors États-Unis de l'Occident. Voilà, bon, c'est un peu ambitieux, hein, je vous l'avoue. Nous aurons 5 milliards d'euros investis dans les startups françaises cette année. C'était 2,5 milliards d'euros il y a 2 ans, donc on progresse très vite. Les Anglais sont encore à 8 ou 9. Bon, donc on mesure là l'ambition, mais en tout cas, je me pose ce cadre d'évaluation assez concret. Je pense que sur la question de la régulation, c'est un travail au long cours qui dépasse largement le temps que je ferai dans ce poste et qui par ailleurs est assez européen. Mais voilà, je pense qu'il est nécessaire qu'on continue à progresser et que, comme je le disais, on mette à jour nos cadres de régulation. L'autre élément sur lequel je pense qu'on pourra juger de manière assez concrète mon passage ici, c'est l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire les Français qui n'utilisent pas Internet, qui, je pense, est une question qui est moins notre question du jour, mais absolument essentielle dans le cadre des tensions sociales qu'on voit aujourd'hui. C'est que la fracture numérique vient s'ajouter à un certain nombre de fractures sociales ou territoriales. Et quel est le facteur de dissension au sein de notre société? Aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qui n'utilisent pas Internet, et ces facteurs de fracture démocratique et sociale. Et donc, on a l'ambition de mettre en place un plan extrêmement ambitieux de formation et de remédiation à cette fracture-là. Ça prendra du temps pour se mettre en place, mais je pense qu'il faudra qu'on ait commencé à grignoter ce chiffre de manière impérative, parce qu'au bout du bout, aujourd'hui, dans les révoltes et la colère sociale telle qu'il existe, je pense que la technologie est devenue une part du problème. Voilà. Donc je vous ai donné quelques biais d'évaluation. Merci. Peut-être une question sur les plateformes structurantes. Vous avez proposé un certain nombre d'idées de règles qui pourraient concerner une certaine catégorie d'acteurs. Donc on a entendu ces mois derniers différentes idées qui pourraient servir de support à cette régulation asymétrique, plateforme systémique, plateforme dominante, hein, voilà, beaucoup de concepts ont été évoqués. Est-ce que vous avez une idée des critères qui pourraient conduire à identifier ces plateformes? Donc, on comprend que le concept ne serait pas forcément équivalent à celui d'acteurs en position dominante qui est bien connu dans le droit de la concurrence. Donc, quels seraient les critères retenus et quels seraient les sujets prioritaires? Vous avez déjà donné un certain nombre d'idées d'obligations qui pourraient leur être imposées en matière de portabilité des données ou de non-discrimination. Est-ce qu'il y a un sujet qui, pour vous, se détache comme particulièrement urgent? Alors, sur les critères, je n'ai pas arrêté. Je pense qu'il faut réfléchir en termes de faisceau d'indices. Et qu'il faut limiter ça à un très faible nombre d'acteurs de manière à susciter la concurrence, puisqu'on sait que chaque fois qu'on entre par ce type de régulation asymétrique, c'est à la fois effectivement une manière de mieux réguler, mais c'est aussi, on a le risque de figer le marché en imposant des règles tellement contraignantes à certains acteurs, ce qui est le cas dans le système bancaire en quelque sorte, que ça empêche l'émergence de nouveaux concurrents. Donc il faudra, à mon sens, adresser des plateformes dont la mécanique, enfin l'empreinte et d'ailleurs le côté multiface de l'empreinte, c'est-à-dire qu'elles adressent plusieurs types de marchés, fait de leur domination quelque chose d'à la fois systémique et durable. Et je crois qu'il y a un certain nombre de travaux sur le sujet, mais je concède aisément que c'est quelque chose qui reste à préciser. En tout cas, je pense qu'on ne pourra fonctionner que par faisceau d'indices. D'ailleurs, ça pourra donner lieu à des débats. Sur les obligations, je pense qu'il faut, pour le rapprocher d'un certain nombre de concepts existants, considérer que certaines d'entre elles fournissent des services essentiels à la collectivité. Parce que l'économie du numérique est faite de telle manière que, comme on dit en bon français encore une fois, winner takes it all, et donc il n'y a qu'un seul moteur de recherche, qu'une seule application cartographique, qu'un seul réseau social, etc., etc.
Et que donc, je pense que la question, dans un premier temps, de l'obligation d'interopérabilité ou d'un cas d'ouverture de services à des services concurrents pour permettre à des concurrents d'émerger ou en tout cas éviter les effets exponentiels d'un monopole de fait, qui ne s'est pas construit par acquisition, mais par consolidation d'une position dominante et dans une économie qui favorise l'émergence d'un acteur dominant est indispensable. Je pense que c'est la première chose, c'est l'interopérabilité, ou en tout cas l'accès à un certain nombre de services dans des conditions contrôlées en tout cas par la puissance publique, connexions tarifaires notamment. Et la deuxième chose, c'est, je l'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, je pense que l'inversion de la charge de la preuve en matière de concentration, c'est-à-dire les contrôles ex ante rigidifiés et la capacité à réellement appliquer les obligations imposées. Ce qu'on voit dans le cadre d'un certain nombre de grandes plateformes, enfin, ce qu'on voit dans le cadre de Facebook, pour le dire pour prendre un autre exemple, sur l'acquisition de WhatsApp et Instagram, enfin, il est incroyable qu'on ait mis des conditions qui sont la non-fusion des données entre WhatsApp et Instagram avec la plateforme Facebook, et qu'on se rende compte aujourd'hui qu'on est dans la capacité de défaire ce qui a été fait. Et aussi importante l'amende soit-elle, elle ne sera jamais aussi au niveau des gains qui sont attendus dans la fusion des entreprises. Donc je pense qu'il faut probablement empêcher ce genre d'acquisition et que le bénéfice profite au doute dans ces cadres-là. Et que par ailleurs, derrière, la question de la reséparation, avec tous les impérities qu'elle emmène avec elle, soit réellement étudiée. Merci. Alors, on est à un moment particulier puisque la commission de Madame von der Leyen va rentrer en fonction le 1er décembre. Parmi la nouvelle équipe, il y a un commissaire français en charge du numérique qui a d'ailleurs été en fonction à Bercy précédemment et qui a dirigé une grande entreprise française. Vous avez émis des propositions qui pourraient être relayées par la France au niveau européen. Comment est-ce que vous voyez concrètement la mise en œuvre de ces propositions si elles suscitaient l'adhésion au niveau européen? Est-ce que la Commission, dans sa configuration actuelle, pourrait traiter ces sujets? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle entité au sein de la Commission pour les mettre en œuvre? Ou est-ce qu'on peut faire face avec l'articulation actuelle? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, pour ce qui est de l'approche générale, je ne suis pas certain qu'un régulateur au niveau européen soit la bonne solution. Je pense que la capacité à articuler les différentes politiques et les différentes politiques sectorielles est la priorité. Ce que la Commission fait assez peu. Jusqu'à d'ailleurs, puisqu'on est sur la question de la régulation, voire des mesures structurelles se pose, jusqu'à la question de la politique commerciale. C'est-à-dire qu'il me semblerait baroque que nous imposions aux acteurs européens, à fortiori aux acteurs américains, à fortiori aux acteurs européens, un certain nombre d'obligations qui grèvent leur capacité à faire des économies d'échelle et que nous laissions entrer sur nos marchés des acteurs chinois qui n'ont pas les mêmes problèmes et qui peuvent donc acquérir un certain nombre de technologies ou de capacités technologiques dans leur marché national compte tenu de la taille de celui-ci et venir concurrencer des acteurs occidentaux sur nos marchés qui n'auraient pas la même capacité. Donc je pense que c'est un exemple qui va un petit peu au-delà de la question que vous posez, mais que la question de l'articulation des politiques sectorielles au niveau européen est extrêmement importante. C'est tout le débat que nous avions eu avec la commissaire Vestager sur la question d'Alstom Siemens dans un autre secteur. Je pense que c'est vraiment la question qui est devant nous. Ça, c'est la première chose. Là où un régulateur européen particulier pourrait être intéressant, c'est sur la question des plateformes structurantes. Mais vraiment dédié à ces plateformes-là, car ce que je constate, c'est que il y a quand même un jeu, malgré tous les progrès que fait l'Europe en termes d'harmonisation, le jeu du passager clandestin est encore le jeu largement joué par les États européens dans le cadre de la régulation. C'est-à-dire que, et notamment par les petits pays qui attirent comme ça les sièges
les sièges sociaux d'un certain nombre d'entreprises et dont l'application des règles européennes est pour le moins légère et qui font donc qu'il y a une espèce de dumping réglementaire qui se met en place en Europe. C'est vrai dans le cadre de la concurrence, c'est probablement encore plus vrai dans le cadre de l'application du RGPD ou de l'application d'un certain nombre de règles. Et la mise à niveau de l'harmonisation est toujours extrêmement lente. Et donc je pense que, d'abord, je suis toujours plutôt favorable au règlement co-directive. Et je pense que dans le cadre des plateformes structurantes, la création d'un régulateur européen qui maximiserait l'harmonisation de l'application des règles serait une bonne chose. Merci. Alors, je terminerai peut-être par une question intéressée qui est celle des moyens de l'État et des autorités en matière de numérique. Il y a un certain nombre d'entre nous, dont certains qui sont présents dans la salle, qui auront participé aux États généraux du numérique qui avaient été lancés par votre prédécesseur, et l'un des sujets était comment est-ce que l'État peut avoir les moyens d'agir et de réfléchir en matière de numérique. Vous avez soulevé la question en considérant que nous n'étions pas aujourd'hui au niveau collectivement. Quelle est votre vision de la remise à niveau de l'État sur ces sujets et de l'action des autorités sur des sujets qui sont bien souvent transversaux, puisque nous échangeons bien sûr avec le CSA, l'ARCEP, la CNIL sur ces sujets. Donc, est-ce que vous avez des projets en la matière? Alors, je vois bien là. Je vous tends une perche. Oui, dans l'autre sens. Mais non, mais il y a de toute évidence une nécessité de mettre à niveau, à la fois quantitativement et qualitativement, les capacités d'intervention de l'État. Bon, c'est toujours des discussions intéressantes avec le ministère du Budget. Ce qui est un problème qui se pose à l'ensemble des autorités. Alors, nous, on a un projet, mais qui résout une partie du problème, mais qui ne résoudra pas tout, j'en ai conscience, qui est cette question de services partagés, en tout cas sur un certain nombre de compétences techniques extrêmement pointues, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il y a nécessité pour l'ensemble des autorités, que ce soit l'autorité de la concurrence, la CNIL, l'ARCEP, le CSA qui va devoir vérifier l'application de la loi Avia, de se doter de compétences assez rares et très chères. De data analystes, de personnes capables de comprendre et de tester des algorithmes, et que la réflexion qu'on a eue, d'ailleurs c'est une nécessité pour l'État également, la réflexion qu'on a eue, c'est que ces compétences, on pourrait tenter de les mutualiser, de telle manière que dans des cadres d'intervention à affiner bien sûr, chaque autorité puisse puiser dans des compétences particulièrement numériques parce que, pour le dire très clairement, il est impossible que chaque autorité et l'État aient l'argent pour se doter de ces compétences-là. Voilà. Donc c'est un premier axe de réponse organisationnelle. Je pense que nous ne sommes qu'au début de l'onde de choc que la question du numérique aura sur les institutions en règle générale, à savoir les autorités de régulation et l'État, à la fois dans la mise à jour de leur mode d'intervention et dans la mise à jour de leur capacité d'intervention. Voilà, je n'ai pas de réponse particulière à apporter sur la question très particulière des ETP, mais on voit bien que cette question se pose avec une acuité particulière, dans un contexte budgétaire par ailleurs particulier lui aussi, mais voilà, je pense que, encore une fois, c'est ce que je disais en conclusion de mon intervention, je pense que la question de notre pertinence se pose in fine, donc le niveau de la réponse doit être au bon niveau. Merci. Donc je vais ouvrir les questions à la salle. Donc nous avons la chance d'avoir des représentants du Parlement. Je salue la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, des entreprises, des régulateurs, donc, qui souhaitent poser des questions. Alors oui, un journaliste, Monsieur Reich. Bonjour, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Petite question pour rebondir sur la dernière question de Madame la Présidente. Comment on monte en compétences sans recruter des experts, des data scientists? Et après, peut-être petit commentaire sur la multiplication des rapports sur le droit de la concurrence européenne, notamment celui de la Commission des affaires parlementaires des affaires européennes qui a été présenté hier au Parlement. Rapport à NATO, de Patrice Anato et de Constance Le Grip. Merci. Alors, la question sur la multiplication des rapports est... Et oui, voilà, d'avoir un peu votre opinion sur quel rapport vous allez vous baser pour éventuellement pousser pour des réformes.
Parce qu'il y a aussi le rapport de l'IGPN, il y a également l'IGPN. Ouais, mais c'est un vieux rapport. D'accord. Je ne vais pas vous embrouiller. Première question. Le rapport peut-être sur de la l'inspection des finances, le rapport Perrault, le rapport Perrault qui portait sur la oui. politique européenne de concurrence et Merci. qui avait une dimension numérique. Bon. Sur la première question, nous sommes en train de monter cette idée de service à compétence nationale qui n'a pas compétence partagée, qui est de mettre en place, de créer une cellule spécifique de data scientists et de spécialistes d'algorithmes à disposition à la fois de l'État et des autorités qui dotera les institutions d'une capacité particulière en termes technologiques. Donc c'est un travail en cours et j'espère que nous pourrons la mettre en place en début d'année prochaine. Voilà. Donc c'est vraiment là, on est au milieu de ce processus-là. Première question. Deuxième question, est-ce qu'on se fondera sur un rapport particulier? Je ne pense pas. Mais bon, on voit une certaine convergence de l'ensemble de ces rapports, qui sont au niveau européen, au niveau... Alors, je n'ai pas lu le dernier que vous évoquez sur la Commission des affaires européennes, mais en tout cas, sur les différents rapports Furman, etc., on voit une convergence sur cette nécessité de mettre à jour les règles de la concurrence et, quelque part, de les dépasser également, en tout cas de les penser en coordination avec le reste des règles. Ce qui est à la base de la position française de porter ces deux aspects, à la fois mettre à jour les règles de concurrence et porter l'idée de plateforme structurante dans le programme de travail de la prochaine commission. Donc là, on a dépassé, je pense, le stade des rapports. Il y a une certaine... la multiplicité des rapports montre la convergence des vues et le fait que le sujet est un sujet d'intérêt général où on doit partager entre les différents à la fois institutions et pays européens. Donc là, je pense qu'on est dans la définition de la doctrine au niveau de la Commission maintenant, qui a été un peu, quelque part, ralenti par les atermoiements sur la personnalité du commissaire européen, mais qui maintenant vont pouvoir, avec la confirmation de la présidente von der Leyen, de la Commission von der Leyen, entrer dans une phase opérationnelle. Peut-être en attendant une nouvelle question, je rebondis sur une idée que vous avez émise, qui nous paraît très pertinente, puisque nous avons proposé la même chose, qui est d'obliger certains acteurs très puissants à informer la puissance publique de toutes leurs acquisitions, ce qui serait un modèle nouveau, alors qui existe déjà en Europe, en Norvège, mais qui aujourd'hui n'existe pas en France, avec l'idée qu'il faut savoir plus sur les stratégies d'acquisition des grands acteurs, qui peuvent conduire à éliminer un concurrent, mais qui peuvent aussi renforcer des positions dominantes ou des positions systémiques. Donc l'un des sujets qui peut faire hésiter à ce type de réforme, c'est est-ce que l'on risque d'affecter l'attractivité de la France si la France mettait en œuvre une telle réforme? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réflexion mûrie, alors vous avez indiqué que vous pensiez que c'était plutôt au niveau européen. Est-ce que la France pourrait être le leader sur ce type de sujet? Alors, mon sentiment, c'est que ça doit être une règle européenne. Ça doit être une règle européenne parce que s'il était... Je ne pense pas qu'il y aurait un problème pour que la France le fasse par elle-même. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'une grande plateforme puisse se passer du marché français, même s'il est d'une taille limitée par rapport à d'autres marchés. Mais de toute évidence, on entrerait dans un débat juridique de plusieurs années de contestation au niveau européen au regard des règles européennes. Et donc l'effectivité d'une telle mesure prise au niveau de la France me semblerait juridiquement sujette à caution. Enfin, pas l'effectivité juridique, l'effectivité opérationnelle. Compte tenu du cadre européen. Et donc je pense que c'est à mettre en place au niveau européen prioritairement. Et je pense que le débat européen est mûr. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, Christophe Caretti, j'ai fait un doctorat en économie et droit sur Big Data et la concurrence, donc merci pour votre présence. C'est intéressant puisque c'est le sujet de mon dernier papier sur la régulation des plateformes, et donc j'ai synthétisé tous les rapports que vous avez évoqué, et donc il y a plusieurs, c'était un long boulot, et donc il y a plusieurs mesures qui ont été avancées, comme la création d'une autorité digitale ou une digital unit, voire un code de conduite, la portabilité des données, l'accès aux données ou l'interopérabilité. Et alors j'aurais une question d'abord sur est-ce que vous évoquez éventuellement la possibilité de créer une digital
une autorité du numérique, peut-être, ou une digital unit au sein de l'autorité de la concurrence, comme c'est le cas aux États-Unis, en Allemagne, au niveau de la Commission européenne. Première question. La deuxième conclusion que j'ai tirée de ces rapports, et qui n'a pas été mis vraiment en lumière, c'est le problème de free riding. Moi, c'est ma grande peur quand on autorise la portabilité des données ou éventuellement l'accès à des tiers, c'est que, ok, on impose à Facebook, Google de partager les données, mais attention, ils ont fait des investissements et est-ce que le petit acteur ne profiterait pas finalement des investissements qu'a fait le grand acteur et lui, sans avoir investi, et donc par conséquent, le problème de free riding ferait que personne n'investirait à nouveau dans la collection et le traitement des données, et ça c'est un grand danger qu'il faut prendre en considération. Et enfin, le dernier point, vous avez évoqué la fusion Facebook-WhatsApp, et comme quoi on n'avait pas vu le problème de la vie privée, mais en fait si vous lisez la décision, il y avait au paragraphe 164, il me semble, comme quoi il disait que la vie privée ne devait pas être analysée dans le cadre de la concurrence. Heureusement, récemment Vestager a dit que oui, il fallait intégrer la vie privée dans le cadre de la concurrence, mais en 2014 ce n'était pas forcément le cas. Et enfin, pour Siemens, je vous invite à lire le dernier rapport de l'autorité de concurrence autrichienne sur European Champions, qui est assez intéressant. Alors, peut-être pour j'interviens sur Facebook, WhatsApp. Je crois que si on veut faire l'historique de ce dossier, ça fait partie des opérations de concentration sur lesquelles nous réfléchissons aussi pour revoir le droit de la concurrence européen, y compris dans le cadre du réseau européen de concurrence. Je crois qu'il y avait deux sujets. Il y avait l'analyse concurrentielle de fond sur est-ce que les préférences des utilisateurs pour la protection de la vie privée rentraient ou non en ligne de compte dans l'appréciation de la dynamique concurrentielle. Donc ça, la Commission européenne avait bien vu la question. Il y a quelque chose qui était très intéressant dans cette affaire, c'est que Facebook a donné des fausses informations sur la capacité que l'entreprise avait à croiser les bases de données utilisateurs. C'est là-dessus qu'elle a été sanctionnée à hauteur de 110 millions d'euros par la Commission pour information inexacte. Donc voilà, je crois qu'il y a deux sujets différents. C'est est-ce que cette opération devrait être autorisée aujourd'hui si elle se présentait devant la Commission au vu de l'évolution du débat. Et après, il y a le sujet de la véracité des informations qui sont données par une entreprise vis-à-vis de l'autorité de concurrence, qu'elle soit nationale ou européenne. Et on voit à cet égard que les règles se renforcent et que les sanctions sont là lorsque les informations données sont inexactes. Donc je me permettais juste cette petite parenthèse sur cette décision qui par ailleurs est très importante. Donc Monsieur le Ministre, on vous a posé plusieurs questions, y compris concernant la création de services au sein de l'autorité de la concurrence. Si vous voulez, je pourrais vous aider là-dessus, mais je vous laisse la parole pour le reste. Plusieurs choses. D'ailleurs, pour rebondir sur Facebook, WhatsApp, je pense que des questions se posent sur Facebook, WhatsApp au regard de la concurrence et au regard de la vie privée. Je pense qu'au regard de la concurrence, l'intégration aberrante, c'est Facebook et Instagram. Facebook, Instagram, c'est aberrant. C'est-à-dire que Instagram était l'un des seuls réseaux sociaux était susceptible de venir challenger d'ailleurs on le voit aujourd'hui, de venir challenger la prédominance de Facebook. C'est un réseau social, Instagram, et que donc, pour moi, un Facebook, Instagram, c'est une killer acquisition. Mais dans tout ce qu'elle a de très caractéristique, c'est que vous avez un réseau social extrêmement populaire chez les jeunes notamment qui monte et qui a une acquisition. Bien sûr, parce qu'il y a des synergies, voilà, mais quelque part, c'est encore plus évident que Facebook, WhatsApp, parce que WhatsApp, ça n'a pas exactement la même utilité. Sur Alstom Siemens, extrêmement long débat, sauf que c'est moi qui ai géré le sujet au niveau, Madame la Présidente, au revoir. C'est moi qui ai géré le sujet au niveau de l'Élysée, donc c'est un sujet que je connais, parce que je m'occupais à la fois du digital, mais également de participation d'État, donc c'est un sujet que je connais bien. Je ne sais pas quel est le rapport de la commission de l'autorité de la concurrence autrichienne. Je constate juste qu'à chaque fois qu'un pays n'a pas d'acteur industriel, son avis est beaucoup influencé par la nécessité d'avoir une très grande concurrence. Ce qui est assez logique, effectivement, et par ailleurs que la question... le sujet sur Alstom Siemens, c'est que si vous ne laissez pas rentrer CRRC sur le marché européen, moi, je n'ai pas de problème pour vous interdire Alstom Siemens. Aucun problème. Mais c'est encore une fois le parallèle entre politique de la concurrence et trade policy. Je veux dire, CRRC, c'est 3 fois Alstom Siemens. Ils ont le droit de venir utiliser les économies d'échelle qu'ils font en Chine pour venir attaquer le marché européen.
Après, il y a un débat sur est-ce que c'est un risque à 5 ans ou à 25 ans sur la question de la signalisation. Je pense que tout se pose dans la question de est-ce que l'Europe se pense comme une puissance dans le monde qui vient. À partir du moment où vous laissez rentrer les Chinois, dans ce cas-là, vous devez vous penser en compétition avec eux. Parce qu'eux, ils se pensent en compétition avec nous. Et donc, c'est vraiment ce parallèle-là. Moi, je ne méconnais pas le fait que la fusion Alstom-Siemens posait des problèmes en termes de politique de la concurrence au niveau européen, aux bornes de l'Europe. Sauf que la question, c'est de la domination du marché mondial. Et donc, c'est tout le débat qu'on peut avoir. Donc, à partir du moment où vous considérez, ce qui est mon opinion, qu'une trop grande concentration pose des problèmes en matière d'innovation, en matière de concurrence, vous ne laissez pas rentrer des acteurs qui, eux, posent les mêmes problèmes et qui n'ont pas les mêmes problèmes dans leur marché domestique. Sur la question de la Digital Unit, alors, je ne sais pas quel est exactement le scope de la question, mais ce que je disais, c'est je ne pense pas qu'il faille un régulateur du numérique européen. Je pense qu'il y a une question du... Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'un acteur du numérique? C'est très difficile à définir. La transformation numérique affecte l'ensemble des secteurs. Moi, il se trouve qu'avant de travailler pour ce gouvernement-là, enfin cette majorité-là, j'étais chez Safran. Le sujet de l'industrie aéronautique est un sujet extrêmement numérique, un sujet extrêmement donné. Donc, je ne pense pas qu'il faille un régulateur du numérique au niveau européen. Je pense qu'il faut une meilleure articulation entre les régulateurs existants. Ce que je pense, c'est que sur les plateformes structurantes, il faudra probablement un régulateur spécifique. Ensuite, je pense que l'ensemble des acteurs de la régulation ou des institutions doivent monter en compétence sur la question du numérique. Est-ce que ça passe par la création d'unités spécialisées? Honnêtement, c'est à eux de le juger. Je pense que par ailleurs, aujourd'hui, le sujet est une montée en compétence et en culture générale de ce qui est en train de passer dans le numérique, de l'ensemble des institutions, de l'État ou des régulateurs. Mais c'est ce qu'on voit, ce que l'État voit, parce que moi je vois en travaillant au sein de l'État, en étant à l'interface entre ce monde du numérique et le monde traditionnel de ceux qui écrivent les lois ou ceux qui vérifient leur application. La question, le fait que le secteur du numérique pose des questions de manière nouvelle n'a pas encore totalement irrigué l'ensemble de l'État dans sa granularité, pour ne pas utiliser d'autres termes, et des institutions. Et donc je pense qu'il y a une question de mettre à jour la culture générale. Et sur le problème de free riding, qu'est-ce que vous en pensez? Ah pardon, ça j'ai pas répondu sur free riding. L'accès aux non, données. mais évidemment, mais la question, je ne dis pas que la question d'interopérabilité est la meilleure des solutions, ça pourrait être la moins mauvaise, mais on l'a fait quelque part dans les opérateurs télécoms, ça n'a pas empêché l'investissement. Et je ne crois pas, en fait, je vais vous dire, je ne crois pas que ça empêchera l'investissement. Parce que l'ADN d'une boîte, c'est de continuer à progresser. Elle ne sait pas s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez les grandes plateformes américaines. Il y a une certaine aberration à ce que Facebook se lance sur la question de la monnaie à l'heure même où elle a un problème, où des questions se posent et où elle est challengée très fortement sur la question de la vie privée. Si vous étiez une personne rationnelle, vous vous diriez ce n'est pas une très bonne idée, parce que ça va énerver, ce qui s'est passé, ça va énerver fondamentalement le législateur et les États qui vont se voir challenger sur un de leurs prérogatives souveraines. Mais l'ADN d'une entreprise privée, c'est de maximiser sa domination et de continuer à innover. Elle ne sait pas. Et donc, je ne crois pas un seul instant au fait que ça dissuadera l'investissement. Ça le transformera, ça transformera les dynamiques. Mais il ne faut pas voir les entreprises privées comme des acteurs rationnels à cet égard-là. Mais c'est pas la même rationalité. Enfin, c'est pas du tout la même rationalité qui... Bon, elles continueront à innover. Elles le feront probablement différemment. Mais, et par ailleurs, le business model de ces entreprises est fondé sur la connaissance des données personnelles. Puisque c'est un business model fondé sur le targeting publicitaire. Et donc, elles auront besoin de continuer à étendre cet élément-là. Et elles parieront sur le fait qu'elles sont... Enfin, je fais des conjectures, mais je pense qu'elles parieront sur le fait qu'elles sont plus efficaces que les autres, y compris en ouvrant leurs données aux autres. Et ce qui est peut-être pas totalement faux. Peut-être pas totalement faux. Merci. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question très rapide. Oui, monsieur. Pardon, il y avait Patrick. Alors, vraiment très très rapide. Et... Monsieur d'abord. Ma question
question est très rapide. Allez-y, monsieur, je vous prie. Est-ce que vous présenter, pardon? Ah, pardon. Luis Campos, je suis dans le conseil économique, Frontier Economics. Est-ce que vous voyez un risque que, du point de vue des États-Unis, la réglementation de les acteurs en ligne soit vue plutôt comme une politique industrielle plutôt que de concurrence, plutôt de protection des acteurs européens plutôt que protection des consommateurs? Alors, c'est une excellente question. Ça tombe bien puisque normalement les États-Unis doivent annoncer leurs mesures de rétorsion sur la taxe GAFA lundi. Je pense que les Américains sont dans une attitude extrêmement ambivalente sur le sujet. Et pour le dire de manière très simple, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils doivent penser du sujet. Et qui sont partagés entre cette question de politique commerciale et de l'autre côté, deux choses. D'abord, c'est quand même le pays de l'innovation et de la concurrence. Et c'est d'ailleurs, vous voyez des alliances de revers entre les démocrates et des républicains très libre concurrence qui, pour des raisons différentes, vont aller vers le démantèlement ou la régulation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'eux aussi considèrent que la taille et l'empreinte de ces acteurs posent des questions nouvelles à la puissance publique. Parce que vous avez au sein de ces acteurs-là, y compris de manière assumée chez certains board members, l'opinion que l'État est dépassé et qu'on doit construire quelque chose d'autre que l'État. Prenez un exemple comme une personne comme Peter Thiel, qui est au board member de Facebook, qui est un des grands inspirateurs de la Silicon Valley. Il est pour la fin des États. Et donc, dans la même manière, ils ont conscience que les GAFA sont une brique essentielle de leur compétition technologique face à la Chine. Mais ce qui est vrai pour l'Occident, hein, je pense on peut dire dans la même phrase que ces acteurs posent des questions nouvelles en matière d'empreinte et que s'il n'y avait pas les GAFA, nous ne serions pas au même niveau d'investissement dans l'intelligence artificielle ou le calcul quantique par rapport aux Chinois. Et donc, pour moi, mais la question se pose réellement chez eux. Je pense qu'ils n'ont pas encore la réponse. Pour moi, une partie de la ligne de crête est dans cette alliance entre politique commerciale et politique de concurrence. C'est que je pense qu'il est acceptable qu'il y ait des règles extrêmement dures qui soient mises en place, dès lors que vous considérez que la politique de la concurrence, de la politique commerciale va en même temps. Et d'ailleurs, on voit que pour diverses raisons, la politique de la commerciale américaine se durcit. Je pense que c'est encore une transformation que l'Europe doit faire, parce que l'Europe s'est toujours pensée comme un pays un continent très ouvert. Voilà. C'est tout l'intérêt des mouvements géopolitiques actuels. C'est que l'émergence de la Chine, la modification de l'attitude américaine à l'égard de l'Europe et à l'égard de la souveraineté de l'Europe, quand Donald Trump dit la Syrie c'est votre neighborhood, not mine, et ça a des effets collatéraux et des ondes de choc extrêmement puissants, y compris dans ces questions de politique commerciale. Et je pense qu'on n'est qu'au début de la conceptualisation de ces sujets. Alors, je m'excuse auprès de Roland et Patrick Hubert, mais le ministre a un planning très très serré, donc je crois que malheureusement, sauf si vous avez encore quelques minutes, mais on va devoir arrêter là, donc le débat se poursuivra, je l'espère, dans d'autres occasions. Merci encore pour votre présence.